Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des incidents qu'il y a eu à la Courneuve où apparemment des jeunes auraient attaqué un commissariat, mais également du décès du jeune Wanis qui se serait fait percuter par une voiture de la BAC après apparemment un refus d'obtempérer. Donc on va voir les réactions et des journalistes et des policiers. Vous allez voir, elles sont délirantes, mais on va commencer par résumer toute cette affaire. Il est 21h hier. Au sol, le scooter n'est plus qu'un amas de tôle. Le conducteur est décédé. Son passager blessé vient d'être transporté à l'hôpital. Que s'est-il passé 30 minutes plus tôt? Sur ces images que nous nous sommes procurées, on aperçoit l'intégralité de la scène. On voit ici le scooter qui, suite à un refus d'obtempérer, est poursuivi par une première voiture de police qui n'apparaît pas sur cette image. Face à lui, arrive une deuxième voiture, la BAC, appelée en renfort. À ce moment précis, un taxi déboîte devant les policiers de la BAC qui se déportent et percutent le scooter. Selon les collègues de ce policier, La première fois où j'ai vu cet extrait vidéo, il y a deux choses qui m'ont sauté aux yeux. La première, c'est qu'on ne voit pas la voiture de police qui est censée poursuivre le scooter, vu qu'ils sont en refus d'obtempérer apparemment. On est quand même sur un petit scooter, ils sont deux dessus, ils doivent aller à 60 km/h maximum s'ils l'ont débridé. Comment c'est possible qu'une voiture de police n'arrive pas à les rattraper? Et la deuxième des choses, c'est qu'on ne voit aucun gyrophare, ni de la voiture de la BAC qui arrive en face, ni de la voiture de police qui est censée les poursuivre. C'est quand même troublant, et quand on voit l'attitude des policiers après l'accident, c'est encore plus troublant. sur cette autre vidéo tournée juste après les faits, on voit le passager du scooter blessé à terre, mais vivant. Des policiers le traînent jusque sur le trottoir en attendant les secours. Voilà, donc c'est assez troublant comme attitude, dans le sens où ils ont eu affaire à un accident particulièrement violent où on a déjà un mort, et on manipule avec très peu de précautions le blessé en attendant les secours, en le traînant sur la chaussée. Bref, en tout cas, ça a réveillé une certaine colère chez les habitants de la Courneuve qui se sont attaqués à un commissariat. Oui, je parle de colère et non pas d'émeute, parce que pour les agriculteurs, on a parlé de colère, alors qu'ils ont brûlé, ils ont cassé, ils ont pillé. Le commissariat de La Courneuve a été ciblé par des tirs de mortier d'artifice. Ça s'est passé dimanche peu avant 23 h. Dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit des groupes d'individus tirer des mortiers d'artifice sur la façade du poste de police de La Courneuve. 9 personnes soupçonnées d'avoir participé à cette attaque ont été interpellées, a annoncé lundi matin le préfet de police Laurent Nunez. Il a également annoncé l'envoi de forces mobiles autour du commissariat et dans La Courneuve. Ces événements s'inscrivent dans un contexte de tension après la mort du jeune Wanis, tué après une course-poursuite avec la police mercredi soir à Aubervilliers. Son deux roues a été heurté par un véhicule de la... Voilà, et vu que ça parle de la police et des quartiers populaires, il y a bien évidemment des journalistes et autres qui se sont permis de dire les pires dingueries, à commencer par Sabrina Medjeber sur le plateau de CNews, extrait qui a été rapidement supprimé par CNews, mais votre gars, il avait déjà enregistré, trop tard. Il faut essayer d'analyser le problème dans le fond. Ça fait 40 ans que nous assistons à un conflit de valeurs entre l'individualisme ou l'hyper-individualisme de notre société et l'anthropologie clanique de ces enclaves quasi étrangères, puisqu'il faut comprendre aussi que dans ces quartiers-là, il y a un double spectre en termes de respectabilité, c'est-à-dire où vous êtes un dealer, où vous êtes un salafiste. Ça fait 40 ans que malheureusement, on observe le fil conducteur de la déconstruction. Voilà, donc c'est clair, le rêve suprême que rêve d'atteindre un jeune dans un quartier populaire, c'est devenir salafiste ou bien dealer. Vous entendez la violence de ces propos, c'est inouï. C'est-à-dire que dès la base, ils sont élevés pour devenir ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas de bons parents, il n'y a pas de travailleurs honnêtes, il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas de jeunes qui veulent s'en sortir. Non, ça n'existe pas, c'est ou bien dealer ou bien salafiste. Et ça va être que des attaques de ce genre, comme Sarah Salman, qui pour elle, pas besoin de mettre des moyens dans l'éducation de ces gens-là, il faut les punir sévèrement, et leurs parents aussi. Concernant les mineurs, c'est sûr que si on met des mesures éducatives, ça ne sert à rien. Il faut être beaucoup plus ferme. Nous avons des mineurs qui sont extrêmement violents. Eh bien, ils doivent avoir une sanction ferme et les parents aussi. Là, je vois déjà des gens dire qu'on n'est pas assez sévère avec les jeunes des quartiers populaires, etc., etc. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est que ça sert à rien de mettre des moyens dans l'éducation des jeunes des quartiers populaires parce qu'elle sait que c'est à la base de tout. Dans le sens où, si les jeunes des quartiers populaires et les jeunes bourgeois ont accès à la même éducation, ils partiraient plus ou moins sur la même ligne de départ dans la vie, et là, on verrait qui a du talent et qui a la rage de réussir dans la vie. Et elle veut pas de cette fumée, elle veut pas de cette égalité.
Et d'ailleurs, dans sa quête de mérite, parce que c'est une gosse de riche, et tant mieux pour elle, hein, elle n'a rien demandé, elle va nous expliquer pourquoi les riches sont riches. Écoutez. Ce qu'il y a derrière l'argent, c'est la persévérance, la créativité. On ne devient pas riche en étant salarié à 2000 €. À la fin, vous aurez peut-être 3005 si vous avez été un bon soldat. Mais vous ne serez pas riche pour autant. On devient riche parce qu'on a pris des risques, parce qu'on a été audacieux. On devient riche parce qu'on est sorti des sentiers battus et parce qu'on a pris des risques là où des gens n'ont pas voulu en prendre. On est sorti de sa zone de confort et de la sécurité. Donc oui, ça doit être récompensé parce qu'on parle des entrepreneurs qui ont réussi et pas de ceux qui ont échoué. Donc ça veut dire qu'on a fait preuve de créativité et que cette richesse est largement méritée. Ne vous faites pas avoir par ce genre de discours, je digresse un petit peu, mais elle essaye d'amalgamer parce que ça l'arrange bien. Celui qui part de zéro et qui va miser toutes ses économies, toute sa vie dans son business, et le gosse de riche qui va profiter du réseau, des finances, de papa, maman pour faire son business. On n'est pas sur le même genre de risque, on n'est pas sur le même genre d'audace. Donc elle essaye de nous faire croire qu'à partir du moment où tu es riche, systématiquement, c'est que tu as pris d'énormes risques et tu as fait preuve d'audace. C'est pas systématique. La preuve, la plupart des milliardaires en France, ils sont nés dans des familles de riches. Donc c'est pas la même chose que celui qui est parti de zéro et qui s'est fait tout seul. Ensuite, on a Pascal Praud sur la même lignée qui, lui, veut envoyer tous ces jeunes au cachot et jeter la clé. Interpellé là. Aux États-Unis, je suis pas sûr que ce soit le bon exemple. Philippe Guibert. Oui, Pascal Praud. Qu'est-ce qu'il faut faire? Celui qui touche à un policier ou à un commissariat ne sort plus de prison. Est-ce que ça vous va? Non. Non. Bon. Alors on va nuancer. On va faire une peine à ce point dissuasive. Là, je suis plus d'accord. Que celui qui touche en France à un policier ou à un commissariat, il a une peine tellement forte qu'il ne recommencera pas. Ça oui. Et là, on va en prendre 2 ou 3. Et croyez-moi, tu lances un tir de mortier sur un commissariat, 10 ans. Oui, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, il faudrait faire la même chose aussi chez les policiers qui sont assermentés. C'est-à-dire que les brebis galeuses qui sont coupables de bavures policières, il faudrait leur donner des sanctions tellement fortes que ça enlève l'envie à leurs collègues de faire la même chose. Mais ça, il ne le dira jamais, parce qu'il sait que ses enfants et ses petits-enfants ne seront jamais victimes de bavures policières, parce qu'il fait partie des dominants. Il a reçu Reda Bellage, c'est le genre de policier qu'on envoie souvent quand il y a des affaires de bavures policières qui impliqueraient possiblement de la discrimination ou autre. On envoie ou lui ou Abdoulaye Kant ou Linda Kebab, suivez mon regard, pour aller dire qu'ils n'ont jamais connu le racisme dans la police et qu'ils l'ont surtout connu à l'extérieur. Maintenant, vous avez d'autres individus, là on a l'impression que c'est une multiplication, qui eux, c'était l'inverse. C'est-à-dire que moi, le racisme, je ne prends pas, parce que vous m'en parlez, je l'ai subi avec ces genres de gens. On m'appelait à l'époque, dans certaines cités, poulet grillé, parce que c'était les premiers... Voilà, donc régulièrement, on a ce genre de personnages qui viennent sur les plateaux télé pour dire qu'ils n'ont jamais subi le racisme au sein de la police. Je veux bien les croire, même s'il y a pas mal de documentaires sur le sujet. Enfin bref, pour prendre le cas de Abdoulaye Kant, lui, à peine le cadavre froid, il a tweeté la chose suivante. Le problème peut être très simple, quand la police vous demande de vous arrêter, arrêtez-vous. Si c'est compliqué le fait de respecter la loi, donc c'est une défaillance dans l'éducation de la personne, c'est une question de bon sens pourtant. Et il venait répondre à un tweet qui disait Cédric Chouviat s'est arrêté et est décédé, et ce n'est qu'un nom parmi une longue liste. Même si on va au bout de leur logique mortifère, Cédric Chouviat, lui, s'est arrêté, il est mort quand même. Donc comment on fait? Ce sont des policiers en service quand même, hein. Sont des policiers en service. Et c'est les premiers à dire on n'a jamais subi le racisme dans la police, il n'y a que quelques brebis galeuses, mais en fait il n'y a pas de racisme dans la police, alors que c'est très documenté. Écoutez ça par exemple, le documentaire de complément d'enquête sur des groupes WhatsApp de policiers qui disaient ce genre de choses. Ce pays mérite une guerre civile raciale bien sale. Bien sale, il faut qu'ils crèvent ces chiens. Et moi j'attends la guerre civile pour qu'on puisse purger tout ça, quoi. Moi je veux un état normand, fasciste, barbare, tout ce que tu veux, et qu'on se retrouve entre nous, entre blancs. Là où nous, les nationalistes racialistes, on doit être assez malins, c'est en gros laisser le combat intersectionnel, les obliger à s'exterminer entre eux, toi. Quand les féministes, les LGBT, les juifs, les bougnoules, les nègres, tout ça vont commencer à se bouffer la gueule entre eux, et tu aiguises tes armes et en fait, quand ils se sont bien affaiblis, tu achèves les bêtes. Voilà, donc j'ai jamais entendu Abdoulaye Kant dénoncer ce genre de propos.
Donc comment leur faire confiance? Comment être sûr que s'ils sont témoins de bavures policières, ils les dénonceraient? Et Abdoulaye Kant, il avait dit, il y a quelque temps, qu'avant d'entrer dans la police, quand il était encore à l'armée, il avait été victime de propos et d'actes racistes pendant des années. Il en avait même pleuré. Écoutez. Donc on était 40 sur ce bateau. 40, oui. 40, et j'étais le seul noir, on va dire. Donc j'étais la personne de couleur et j'ai eu des remarques, même aussi des comportements envers moi qui étaient, je peux dire oui, racistes. Et c'est vrai que c'était difficile. Il est arrivé même une fois, on était en plein milieu de la mer, donc on avait le droit à téléphoner par satellite, on avait droit à 15 minutes d'appel à nos familles. Et je me souviens que je pleurais des fois en plein milieu de la Manche et tout, dire à ma mère que oui, voilà, j'en peux plus, je vais pas tenir parce qu'ils sont comme ça avec moi. J'avais le choix en fait effectivement d'être dans la haine et de me dire que non, justement, je vais arrêter ça parce que voilà, on me considère comme tel et non, je dis, je vais pas accepter qu'on me renvoie à ma couleur, à mon origine, me victimiser en fait. Quelques années après, à la fin de mon contrat, les personnes en question sont venues me voir et m'ont salué, ils m'ont dit, tu sais Abdoulaye, tu m'as fait tromper en fait. J'avais un a priori sur des personnes qui avaient la même couleur que toi. Et franchement, je suis content que tu m'aies fait tromper et je te respecte. C'était pour moi une victoire. À quel niveau de soumission on est là? Vous voyez l'état d'esprit du gars, c'est-à-dire qu'il a subi le racisme pendant des années et des années, il en a pleuré auprès de sa mère, et sa victoire, c'est le fait que ses bourreaux, les racistes, soient revenus vers lui et lui disent qu'il est courageux d'avoir subi le racisme pendant des années. Il n'a pas dénoncé, ils n'ont eu aucune sanction, et en fait son état d'esprit, c'est de dire, quand tu subis le racisme, tu baisses les yeux et tu continues d'avancer. Sur une fois, peut-être, et encore même pas, tu ne baisses pas les yeux, mais sur des années, baisser les yeux et laisser glisser, non, vous voyez l'état d'esprit du gars. Donc quand il dit qu'il n'a jamais subi le racisme dans la police, il n'a jamais été témoin, moi personnellement, je ne lui fais pas confiance. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao!